Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie du diététicien Clément Noblet. Bonjour Clément. Salut, comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es diététicien, mais également diététicien présent sur les réseaux sociaux. Donc je mettrai tous tes réseaux en description du podcast. Donc pour ceux qui veulent voir, c'est Clem le Diète, notamment sur Instagram. Tu fais pas mal de publications pour démêler le vrai du faux en nutrition. Et bah, du coup, je te laisse un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, bah, c'est ça, hein, tu as bien évoqué, ce que je fais. Donc, je suis diététicien, j'ai, une licence aussi en qualité sécurité, alimentaire, les produits pharmaceutiques aussi et compléments alimentaires. Et j'ai aussi un diplôme, de coach, sportif, mais sur les réseaux sociaux, je me concentre, presque exclusivement sur, la nutrition et tout ce qui est un peu démêler le vrai du faux, en essayant d'être, assez bon vulgarisateur mais toujours avec, quand même une mise en avant des études scientifiques et des données qui sont, disponibles et j'essaye de les rendre accessibles au plus grand monde. Bon, en tout cas, c'est super, ce que tu fais, bah, c'est pour ça que je t'ai invité sur ce podcast et notamment pour parler d'un sujet, assez chaud en ce moment, dans le domaine de la nutrition, qui est, ben, l'aspartame, cet édulcorant, qui est quand même, fort utilisé depuis, ben, des décennies, par l'industrie agroalimentaire et du coup, via, cet édulcorant, on va essayer d'amener des notions un petit peu de toxicologie pour que tout le monde, comprenne un petit peu les enjeux. Bah, déjà, est-ce que tu peux rappeler, bah, ce qu'est l'aspartame, un petit peu ses origines? Oui, bah, l'aspartame, c'est un édulcorant artificiel, qui a été inventé, dans les années, 60, et c'est, 2 acides aminés qui, sont, combinés ensemble et qui donnent un goût sucré, équivalent de 600 fois le goût du sucre, mais ça a peut-être un arrière-goût un peu métallique. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça a cet arrière-goût et j'ai du mal à l'apprécier hormis dans les boissons, cola, et voilà. Mais on est là pour, parler justement de l'aspartame parce que Yuka, Foodwatch et la Ligue contre le cancer ont décidé de lancer une pétition pour, interdire, cet additif au niveau, européen parce qu'il est considéré comme, dangereux et il y a beaucoup à dire, en fait, dessus. Mais justement, pour revenir, bah, sur toute cette controverse, hem, pourquoi en fait, cet édulcorant est autant décrié, fait si peur, en tout cas, de par, bah, tous les posts qu'on voit, dans les médias traditionnels ou même par certains médecins comme le docteur Mohamed qui a, tout récemment fait une interview, pour, bah, cracher sur l'aspartame. Donc bah, d'où vient cette peur en fait, du grand public et de potentiels professionnels de la santé par rapport à cet édulcorant? Alors, bon déjà le docteur Jimmy Mohamed, je suis pas sûr que ce soit une référence en termes de nutrition. Peut-être C'est qu'il parce est que bon dans je son viens de le domaine. voir, je viens de le voir passer là, il y a quelques heures, sur une publication Instagram, un short, où justement il disait qu'il donnerait jamais d'aspartame, enfin qu'il ne prendrait jamais d'aspartame et en donnerait jamais à ses enfants. Du coup, c'était très d'actualité, c'est pour ça que je l'ai cité. Ouais, oui, j'ai vu aussi où, il comparait presque à la cigarette, l'aspartame. Ce qui est, je trouve, sacrément exagéré. Mais bon, il n'est pas à ça près, hein. C'est un habitué, des des exagérations, sans nuance, sans remise en question. Il est très fort pour ça et en plus, il te répond avec un ton condescendant quand tu viens, débattre avec lui, enfin, quand tu essayes de vouloir débattre et que lui, il te renvoie, à dire que tu vas rester à ta petite place. Donc voilà, c'est pas du tout une référence et il se fait souvent debunk, par les diètes ou même par d'autres personnes du milieu scientifique, donc Ouais, c'est c'est une pas une source référence, d'inspiration ouais. pour créer du, contenu, mais ça n'est pas du tout une référence à suivre Et donc tu et disais que ouais, il y avait la Ligue contre le cancer, qui avait fait lancer une pétition parce que notamment, il y avait des données qui montraient que c'était un potentiel carcinogène, oui, c'est ça, un en fait, carcinogène 2B, il me semble avoir vu. C'est aussi c'est un éducant qui est décrié pour, augmenter, le risque, par exemple, de diabète de type 2. Ben, vas-y, je te laisse un petit peu en parler parce que tu viens de faire un post dessus donc ouais, j'ai fait, plusieurs, publications. En fait, la controverse, a commencé, on peut dire, dans les années, 2000 avec, l'Institut, Ramazzini, il me semble, comme ça ça s'appelle, en Italie avec, Morando, Soffretti.
qui était le responsable de l'institut, qui a fait pas mal d'études sur toxicologiques sur les souris et rats et l'aspartame. Et en fait, à cette époque-là, il a mené des études, mais sans respecter des protocoles précis pour la toxicologie. Donc, déjà, nutrition fétale de l'aspartame. En fait, les souris ou rats gestantes donnaient déjà de l'aspartame et après, ils allaient voir sur l'évolution sur le petit. Ça, il n'y avait pas le droit. Ensuite, ça a été des souris qui ont été suivies tout au long de la vie. Donc, au bout d'un certain âge, bah, en fait, il y a l'âge brouille justement les résultats par rapport à l'aspartame. Donc, est-ce qu'ils vont développer des maladies liées à l'âge ou est-ce que c'est dû à l'aspartame? Donc, normalement, ils auraient dû être tués et autopsiés avant, ce qui n'a pas été fait. Oui, Et tout à fait. En ensuite, il y plus, avait les rongeurs sont connus pour effectivement, enfin déclencher des cancers, avec, le vieillissement. Tu raison, tu totalement raison. Ils ont aussi pris une variété de souris, souris suisses, qui sont connues pour, développer des, tumeurs spontanées et ils ont aussi, diagnostiqué, à tort, des tumeurs alors que c'était, de l'hyperplasie, donc voilà, il y a eu, beaucoup de controverses sur ces études. Mais les médias avaient saisi ça à l'époque et ça avait commencé à poser des doutes sur l'aspartame. Mais l'EFSA, quand ils ont, eu, les études et qu'ils ont fait une évaluation, des données, pour, juger de la sécurité, de l'aspartame, bah, ils ont rejeté pour ces motifs-là. Pour rappel, Alors, l'EFSA, c'est, c'est l'institut qui s'occupe de la sécurité de la chaîne alimentaire, en Europe. C'est un peu l'équivalent de l'ANSES en France et de l'AFSCA en Belgique, pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà. tout à fait. Et en fait, récemment, il y a eu, une étude sur la cohorte Nutrinet en 2022, il me semble, qui a mis en évidence, une association entre la consommation d'édulcorants artificiels et de cancer. Et ensuite, ils ont publié encore 2 autres études où ils ont trouvé une association aussi avec les maladies cardiovasculaires et le risque de diabète. Et quelques années auparavant, sur, une cohorte française aussi, cohorte de la Matmut, il y avait, eu aussi une association avec les édulcorants artificiels et le risque de diabète de type 2. Et 2024-23, je sais même plus, ça passe tellement vite, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a classé l'aspartame dans la catégorie 2B, donc possiblement cancérigène. L'aspartame a été mis dedans, et c'était, lié à l'étude, de la cohorte Nutrinet qui avait été incluse et donc ça, c'était une des raisons, plus d'autres petites, études humaines. En fait, il y en a 4 que des études épidémiologiques où on trouvait des associations avec, le cancer et l'aspartame Et c'est là et donc qu'on, précise que association n'est pas, corrélation et que il ne faut pas confondre danger et risque. oui, c'est ça, parce que le Centre international de recherche sur le cancer évalue le danger et le danger, bah, c'est, par Intrinsèque exemple, à la dans un molécule. ouais et par exemple, bah, si on veut donner, une image, c'est, dans un océan, il y a des requins. Les requins, c'est dangereux, tu peux te faire, bouffer une jambe ou autre ou, tu peux en mourir et mais pour ça, il Ils les faut croisent pas s'exposer. souvent, ouais. Il faut s'exposer, il faut les croiser. Et donc, si, tu n'es pas exposé, bah, c'est pas dangereux. Ou si tu as une exposition qui est faible, c'est pas dangereux. Bah, par exemple, si tu vas te baigner, dans la baie de Vannes en Bretagne, bon, la probabilité de se faire, bouffer par un requin est quand même, très faible. C'est ça, Et en donc, fait, il ça, faut c'est le essayer de risque. contrôler le risque et le risque dépend de l'exposition et pas forcément de, la dangerosité intrinsèque de la molécule et là, en l'occurrence, potentiellement de l'aspartame pour les cancers. Et donc, c'est ça, l'aspartame, il y a des données qui peuvent suggérer que c'est, cancérigène, mais dans ces cas-là, faudrait savoir à quelle dose, à partir de quel moment ça pourrait être, dangereux. Et donc eux ne font pas cette évaluation. Eux, ils considèrent juste c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Donc c'est pour ça C'est qu'on déjà un retrouve, premier point, ouais. pour ça que plus haut on retrouve la viande rouge et qui est classée, probablement cancérigène. Parce que là aussi, quand on regarde des études, épidémiologiques, on constate qu'il y a une association avec, la consommation de viande rouge et de cancer.
et c'est souvent lié à un certain niveau de consommation. Et donc, bah, l'aspartame, peut-être que ce serait la même chose, mais on a encore moins de données, qui laissent penser que c'est, cancérigène par rapport à la viande rouge. Et encore moins par rapport à l'alcool et au tabac qui sont, cancérigènes avérés. C'est Et les deux causes, ouais. C'est les deux là, premières c'est quand causes même, de cancer, l'alcool et le tabac notamment, comme facteur évitable. c'est plutôt, très bien accepté, dans l'espace, commun, public, la consommation d'alcool. Tabac un peu moins, mais l'alcool c'est presque culturel, donc on fait moins de Effectivement, chichi, pour, faire retirer l'alcool, parce qu'à mon avis, il y aurait beaucoup, de personnes à se soulever contre ça, et en plus aussi, plein le lobby, hein, de tout simplement, viticulteurs ou autres, hein, même de petits, artisans, producteur, ouais. liés à ouais. Donc voilà, on préfère s'attaquer à un truc qui a été, fabriqué de la main de l'homme et qu'on considère que c'est pas utile, plutôt que s'attaquer à des trucs, naturels, mais qui sont, bien dangereux, et le niveau de risque, pour, avoir ces dangers est quand même, ce que je veux dire, l'exposition, il y a pas besoin d'une grande exposition pour avoir des problèmes, hein. L'alcool, dès la première goutte, c'est quand même, pas bon du Ouais, tout. c'est ça. Il y avait une étude qui avait démontré qu'il n'y avait pas de seuil limite pour l'alcool, pour ses effets neurotoxiques notamment. Je voulais revenir sur un point aussi important que tu as énoncé pour la toxicologie, enfin des notions de base. C'est qu'effectivement, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger ou que c'est meilleur pour la santé, comme on peut le voir partout sur les réseaux sociaux et avec les naturopathes notamment. Petite pub. Oui, souvent les naturopathes. Il y a quand même des bons naturopathes, parce que je tiens à le rappeler, parce que sinon on va dire que je tacle souvent les naturopathes, mais je le fais de moins en moins, mais je les laisse un peu tranquilles, sauf quand ça devient trop gros. Là, faut des fois intervenir. Mais ils sont sujets à souvent raconter des conneries. Mais il y a des bons, hein, faut retenir, Ouais, c'est bah, comme comme dans dans tout tout le domaine. corps de métier, voilà. Exactement, comme dans tous les domaines, il y en a Bah, qui sont comme bons et il y en a qui sont docteur pas bons. Mohamed, là. Oui, il est pas bon, il est pas bon comme médecin, et c'est pas recommandé de l'inviter. Mais bon, après, c'est aussi difficile d'évaluer quand t'as pas les connaissances ou les capacités, de juger, par rapport à ça, qui est bon, qui n'est pas bon. Nous, on a peut-être plus de connaissances, donc on arrive à juger qui est bon et qui est pas bon, mais c'est pas forcément évident, hein, si c'est pas Ah ton non, c'est domaine sûr, d'expertise. pour le grand public, les réseaux sociaux, c'est vraiment un super outil, mais ça peut être à double tranchant parce qu'il y a tellement tout et n'importe quoi, tout et son contraire, que c'est très difficile bah, voilà, de s'y retrouver. Et puis en plus, mais avec la façon dont les réseaux sont créés, c'est-à-dire avec toutes ces bulles algorithmiques, comme j'en avais discuté avec le professeur Hugo Gential lors de mon dernier podcast, c'est vrai que on peut très vite avoir une désinformation qui s'installe et qui est renforcée par cette boucle algorithmique. Et donc, enfin, c'est très compliqué de sortir de ces boucles et de démêler le vrai du faux. Et c'est pour ça aussi que ce genre d'espace comme le podcast existe, hein. Bon, j'espérais qu'il fonctionne un peu mieux, mais ça viendra. Et du coup, pour revenir sur l'aspartame, donc effectivement, tu mettais en avant le fait que il y avait pas mal d'études épidémiologiques qui montraient des associations, mais pas forcément des corrélations, et qu'au final, il y avait très peu de données chez l'humain des effets potentiellement néfastes de l'aspartame, notamment au niveau métabolique, comme avec le diabète. Ouais, oui, peut-être, revenir, avant sur, l'EFSA, et comment c'est un peu, comment on évalue ça, ou en tout cas comment ils établissent les doses, Ouais. qu'ils considèrent, sans risque pour, la consommation humaine. Parce que l'EFSA, est l'agence de sécurité européenne, alimentaire, et elle s'occupe, d'évaluer, les additifs ou, d'autres composants. Bah, là, comme, tout récemment aussi, la farine de verre qui a été autorisée. En tout cas, l'EFSA, eux, vont, prendre les données disponibles, ils vont, évaluer, ils vont faire une revue, systématique, heu, ils vont demander les études qui sont, disponibles, mais aussi celles qui sont, pas encore publiées, s'ils sont en connaissance, qu'il y a des études qui sont menées, et ils peuvent les demander, celles qui ne sont pas publiées. Ensuite, ils vont, juger de la qualité, méthodologique, et après ils vont, estimer sur la base des études toxicologiques, quelle dose,
peut être bonne ou pas bonne. Et pour ça, bah, on peut utiliser la NOAEL. La NOAEL, en fait, c'est la dose la plus élevée sans effet indésirable qu'on va retrouver chez l'animal. Et après, pour transposer à l'homme, parce qu'on ne fait pas d'études toxicologiques sur les humains, et ben on va utiliser des facteurs de sécurité où là, on va diviser la NOAEL par 100, généralement, des fois plus en fonction des molécules, mais souvent c'est 100. Et à partir de là, on va obtenir la dose journalière admissible, qui sera la dose qu'on peut consommer tous les jours sans avoir de problème tout au long de sa vie. Et pour l'aspartame, c'est 40 mg par kilo de poids de corps. Et bien sûr, les gens vont dire: «Oui, mais il y en a dans plein d'aliments», c'est ce que fait Yuka Foodwatch aussi. Ils disent: «Il y en a partout et tout», et en fait, même Jimmy Mohamed, c'est tu bois une boisson cola, mais après tu consommes des chewing-gums, des yaourts et machin. Bah, ils sont au courant qu'il y a bien sûr de multiples, moyens de s'exposer, aux additifs, et dans ces cas-là, bah, en fait, pour l'utilisation dans les procédés de fabrication, des industriels, et bah, ils vont prendre la DJA qui va être divisée par 10 ou par 100, et comme ça donne une quantité maximale qui est utilisable dans les produits pour après que si une personne consomme plusieurs produits, bah, elle soit toujours en dessous de la DJA. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que, en fait, il est très rare d'avoir des personnes qui dépassent la dose journalière admissible. Après, il y a plus de risques pour les enfants, parce qu'ils ont un poids corporel qui est plus bas. Mais généralement, ils sont tous en dessous. Il y a quelques cas, si tu es souvent dans le milieu de la musculation, où tu peux consommer pas mal de produits riches en protéines, pauvres en gras et en sucre, où là il peut y avoir des édulcorants. Et les personnes, là, dans ces cas-là, peuvent être susceptibles de dépasser la DGA. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va avoir des problèmes, parce que par rapport à la NOAEL, ça a été divisé par 100 déjà. Voilà. Ouais, c'est ça, 100, c'est pour un facteur 10 interespèce et inter-individu. Et un autre facteur 10 inter-individu. Donc c'est pour ça, enfin c'est souvent comme ça qu'est calculé ce diviseur de 100. Euh, c'est aussi que tu as souligné, il y a le problème de l'effet cocktail des additifs. Et donc là, on parle de l'aspartame, mais ça, c'est vrai que c'est le cas de tous les additifs, hein. C'est très difficile à étudier, hein, cet effet cocktail, puisqu'il y a des millions de combinaisons possibles au final qu'on retrouve. Et donc, c'est très compliqué, même avec des études de modélisation, etc. On n'est pas au bout de nos peines pour savoir étudier précisément l'effet cocktail. Mais c'est bien aussi de le rappeler que c'est vrai il y a beaucoup de sources d'exposition différentes de mêmes molécules, substances, nutriments. L'EFSA évalue, mais après, les gens ont tendance à remettre sur le dos de l'EFSA pas mal de choses, ou dire qu'ils sont corrompus. Mais en fait, c'est pas l'EFSA qui, derrière, autorise un produit ou pas, ou un additif à circuler ou à être utilisé par les industriels au niveau européen. C'est la Commission européenne qui, là, bah, c'est nous qui choisissons en fonction de nos pays les élus qu'on envoie à la Commission européenne, et qui, eux, bah, potentiellement peuvent être sujets à un parti pris pour des lobbies. Et dans ces cas-là, avoir une C'est vrai que influence sur les votes. l'EFSA ne donne que des avis, hein. Ils interdisent aucune molécule, complément alimentaire ou autre, hein. Ils peuvent délivrer des autorisations pour certains compléments alimentaires ou ce qu'on appelle les novel food, mais c'est vrai que, enfin, eux, il y a aucune, je veux dire, aucune, enfin, sanction ou interdiction quelconque en Europe en tout cas. Non, c'est la Commission européenne qui décide et qui prend en considération l'avis de l'EFSA ou pas. Souvent, c'est pris en considération, mais voilà. Donc, c'est la Commission européenne et les députés que nous élisons. Donc, voilà. Il faut en avoir conscience que ça a une influence quand même sur les répercussions aussi, sur, pas que sur l'aspect politique, hein, mais vraiment, ça va au-delà sur ce qu'on peut consommer. C'est lié aussi peut-être des fois aux personnes qu'on élit qui peuvent être sujets au lobbying. Donc, il faut en avoir un peu conscience. Et du coup, Clément, soda sucré ou édulcoré?
Pour moi, c'est simple, hein, et je le recommande à tous mes patients. Si, il y a une consommation de boissons sucrées, il est préférable de prendre une boisson avec des édulcorants artificiels. Il y aura toujours plus de bénéfices que de risques à consommer des boissons avec édulcorants artificiels que des boissons sucrées. Boisson sucrée, c'est à chaque fois associé à des effets délétères pour la santé, hein, que ce soit cancer, diabète, obésité, enfin voilà, on en passe, on en passe plein, mais c'est vraiment peut-être la pire des choses qu'il puisse y avoir, parce que c'est difficilement contrôlable. Je De mon point de vue, pour l'organisme, les calories liquides, c'est un peu un piège, j'ai l'impression. On peut vite se faire avoir là-dedans. Mais c'est très bien pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire ou qui ont des difficultés à prendre du poids. Les calories liquides à ce moment-là sont très utiles. Mais sinon, c'est pas ce que je recommande le plus, hein. Bah, c'est sûr que tout ce qui est soda sucré, ça peut très vite monter en calories et souvent quand un patient vient pour perdre du poids et qu'on voit qu'il prend des sodas, rien que le fait de diminuer cette consommation-là, on peut déjà voir en fait des bénéfices, sur, quelques semaines, déjà sur son poids donc c'est vraiment énormément de calories, entre guillemets, «peu utiles», pour ne pas dire inutiles. Hem, Moi je serais pas aussi catégorique. En fait, ça dépend vraiment de la consommation du patient, mais je ne serais pas aussi catégorique que toi sur le fait de privilégier, forcément les sodas édulcorés, aux sodas sucrés. Ouais, ça dépend vraiment de la consommation, hein. Si c'est, 1 canette par semaine, qui soit sucrée ou édulcorée, personnellement, je pense pas que ça aura un super Non, impact, sur sa santé. je pense plutôt aux personnes qui en consomment une Ouais, fois peut-être par qu'ils se jour culpabilisent, ouais, ou OK. plus, tu vois, pour une quantité un peu plus élevée, parce que ça peut être assez commun de voir des personnes qui peuvent boire une canette par jour. Ouais, non, c'est vrai que c'est plus fréquent qu'on ne le pense, même je connais des gens, qui consomment, je pense quasiment un demi-litre de soda, par jour, quoi, donc c'est un peu effrayant, en fait, de voir ça, quand on est un petit peu sensibilisé et qu'on leur dit: «Mais ça fait quand même beaucoup, 1 demi-litre de soda par jour», mais bon, c'est comme ça. Bah, Ouais, écoute, ouais. Clément, je sais pas si tu voulais rajouter, autre chose sur, l'aspartame? Ouais, je sais pas si, on peut développer, hein, par exemple, sur les études qu'il y a eu, sur, Nutrinet, moi que je trouve, très intéressante et qui sert, essentiellement à Yuka, Foodwatch et la Ligue contre le cancer, pour, demander l'interdiction de l'aspartame, j'ai fait des publications et j'invite les gens à regarder, hein, s'ils veulent vraiment voir les détails, les points clés, de l'étude. Mais par exemple, pour le cancer, ce qui était intéressant, justement que j'en ai pas parlé dans ma publication, c'est, par exemple quand ils ont fait, 2 ou 3 ans auparavant, je crois que c'était en 2019, une évaluation sur juste les boissons, sucrées, boissons, avec, édulcorants artificiels et en fait, à ce moment-là, ils ont constaté pour la consommation, hein, qui était quasiment identique en termes de quantité, d'aspartame, c'est autour des, 45, milligrammes, par jour pour les gros consommateurs et 4 milligrammes par jour pour les faibles consommateurs, qu'il n'y avait pas d'association avec le risque, enfin, il n'y avait pas d'augmentation du risque de cancer quand c'était exclusivement centré sur les boissons avec édulcorants artificiels, soit pour l'aspartame ou les autres édulcorants artificiels. En revanche, il y avait une association pour, les boissons sucrées et même les jus de fruits, 100. Un jus d'orange, fait maison, c'était quand même associé à une augmentation du risque de cancer de 12. Et ils avaient attribué ça, justement peut-être à l'apport calorique qui peut augmenter, les risques, enfin d'obésité, enfin et l'obésité après qui augmente le risque, de cancer. Ils le tournaient un peu comme ça. Mais voilà, en tout cas les boissons, sucrées, étaient associées à une augmentation du risque de cancer de 12 pour les jus, un peu plus pour les, boissons soda, je crois que c'était 15 ou un truc du genre, mais pas les édulcorants artificiels. Et après, c'était 2022, hein, il me semble, sur Nutrinet, quand ils ont parce que là, par exemple, c'était, une étude il faut quand même reconnaître qu'il y a plusieurs qualités, dans les études
Et Nutrinet, au moins, c'est une étude, enfin, ils ont fait plusieurs études, mais c'est une cohorte, et les personnes qui gèrent ça font vraiment les choses très bien. C'est au niveau qualité de l'épidémiologie, c'est vraiment le très très haut de gamme, hein. Il y a pas à dire, ce qu'ils font, c'est vraiment très qualitatif. Je Mais on connais peut quelqu'un qui est toujours, pas d'accord avec ça, mais bah, par rapport à d'autres études épidémiologiques, franchement, ce qu'ils font, les ajustements statistiques et autres, c'est quand même plutôt bien. Après, je parle en termes d'études épidémiologiques, hein, je parle pas forcément si on les compare à oui, d'autres, oui, mais ce qu'ils font est bien, tu c'était vois. notamment les échantillons qui étaient quand même très portés sur des femmes qui au final sont déjà intéressées par la nutrition Oui, par ça rapport au c'est taux d'hommes. Enfin, je sais qu'il y avait une c'est- disparité au niveau de l'échantillonnage. totalement. C'est à peu près il y a 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc là, et c'est sûr, il y a une disparité, mais après c'est compliqué parce que Ouais, c'est tout au le monde bon peut vouloir, hein. s'inscrire. Bah, c'est C'est au ça, tout bon le monde peut vouloir, ouais. s'inscrire dans la cohorte Nutrinet, hein, tout le monde. Moi, je me suis inscrit dessus juste pour voir à peu près les questionnaires et tout qui fournissaient, pour voir un peu comment ça fonctionnait de l'intérieur, mais tout le monde peut le faire et s'inclure dedans. Euh, et qu'est-ce que je souhaitais dire? Ouais, donc voilà, c'est très bien fait. Et donc, ils ont inclus tous les aliments là. Ils n'ont pas que les boissons avec les édulcorants artificiels, mais tous les aliments. Donc, c'est-à-dire les yaourts, les gâteaux, autres qui contiennent aussi des édulcorants artificiels. Et là, ils ont trouvé bah, justement une augmentation du risque de cancer de 13% au global pour tous les édulcorants artificiels. Et ensuite, spécifiquement pour l'aspartame, que je revienne dessus, c'est le risque de cancer, c'est 15% pour les gros consommateurs. Les gros consommateurs, ça correspond à 8 canettes de coca par mois, et les petits consommateurs, en revanche, avaient une augmentation du risque de cancer de 12%, ce qui est quand même assez proche des 15%. Mais là, c'est pour une demi-canette par mois. Donc, c'est quand même beaucoup pour le peu consommé. Et ce qui était intéressant en fait quand on regarde dedans, c'est que bah, c'est une cohorte qui est jeune, hein, donc c'est que les personnes qui sont dedans ont la quarantaine, autres, sauf que les cancers, l'âge médian pour un cancer, je crois que c'est autour de 65-70 ans, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et donc il y a eu peu de cas de cancer au final dans l'étude par rapport au nombre de personnes qu'il y a. Donc l'incidence est faible. Donc ça, c'est un problème. Et quand on se concentre sur les cas bruts, bah, on peut constater qu'en fait, il y a plus de cas dans les faibles consommateurs que dans les gros consommateurs. Et après, c'est quand ils font leur justement statistique, bah, ils trouvent un risque un peu plus élevé dans les gros consommateurs que dans les faibles consommateurs. Mais ça pose des questions sur une relation dose de réponse qui n'est pas vraiment linéaire. Et pour le cas de l'aspartame, bah, on peut se poser des questions dans ces cas-là pour savoir si c'est vraiment cancérigène. Parce que si c'était vraiment le cas, on pourrait s'attendre à avoir une dose réponse plutôt linéaire. Et donc, plus tu consommes, plus il y aurait de cas de cancer. Ce qui là n'est pas le cas. Et ça, c'est un problème. Mais ça fonctionne pas tout le temps comme ça, hein. Ce que je veux dire, il y a les Oui, bien perturbateurs sûr, oui. endocriniens ou autres qui, eux, peuvent avoir une réponse non monotone. C'est-à-dire, même si tu en consommes très peu, tu peux avoir plus que si tu en consommes plus. Donc, Ouais, c'est, il y a des petites. il y a des petites exceptions. Mais pour l'aspartame, vu que lui, il n'a pas de caractéristiques particulières comme perturbateur endocrinien ou autre, normalement, on devrait s'attendre à voir plus on consomme d'aspartame, plus on est à risque de développer du cancer, du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Bah, sauf que ce n'est pas vraiment le cas pour les cancers, pour les maladies cardiovasculaires et peut-être pour les diabètes, mais diabète, bah, il y a le problème de causalité inverse. Et donc, la causalité inverse, en fait, c'est, bah, par exemple, si une personne est malade ou un état de santé qui est pas forcément très bon, qui consomme des boissons sucrées ou autres, ou enfin voilà, ou qui a beaucoup de poids, qui est peut-être obèse ou en surpoids, elle peut aller chez le médecin va lui recommander de faire des actions de perte de poids, ou même elle peut se dire, ce serait peut-être bien que je perde du poids pour ma santé, et elle va se mettre à inclure des édulcorants artificiels. Et bah, quelques temps après, mois, peut-être années, bah, en fait, elle a peut-être pas eu une prise en charge correcte ou pas assez. En fait, c'était peut-être trop tard et elle a développé une maladie. Et après, on va se dire, tiens, bah,
elle consommait beaucoup de d'édulcorants artificiels, a développé ça. Bah, on va se dire que c'est peut-être la faute des édulcorants artificiels. Sauf que, il faut se rappeler que en fait, cette personne n'était pas en très bonne santé et qu'elle a fait ça pour essayer d'améliorer sa santé. Et donc c'est ça le principe de causalité inverse. Et c'est un problème dans les études épidémiologiques et il faut en avoir, conscience. Et bah, des fois, c'est pas mis en avant ou c'est, un peu mis de côté, quand on essaye de dénoncer quelque chose, bah, on va pas, penser à citer ce biais-là parce qu'on n'a pas envie et qu'on préfère, critiquer ça. Donc moi, j'aime bien plutôt essayer de remettre les choses, dans leur contexte ou creuser dans les détails. Et quand on creuse dans les détails, bah, c'est pas forcément aussi évident que ça. Ouais, bah, là, c'est le principe de la science, hein, il y a toujours, des petites nuances, rien n'est, tout noir, ou tout blanc, c'est un peu gris, il y a, comment on peut dire ça? Il y a des nuances, ouais, bon, en tout cas, Clément, je te remercie beaucoup pour ce podcast sur l'aspartame. Donc, ben, on peut être rassuré, on ne devrait pas, normalement développer de cancer, en buvant de temps en temps un petit soda, édulcoré. Bah, voilà, je te remercie beaucoup. On fera peut-être, un deuxième épisode, si ça vous dit et bah, voilà, à la prochaine. Ouais, bah, c'était un plaisir, et sans problème, hein, ces sujets-là, c'est des choses, qui me passionnent, je pense que ça s'est, entendu, dans ma manière de le transmettre, je l'espère en tout cas et ce serait avec, grand plaisir de revenir, faire un podcast, avec toi, et encourager, ta chaîne à se développer parce que tu as de très bons invités, et notamment de personnes, avec qui j'ai des livres ou autres, hein, comme, le docteur Joël Doré là dont j'ai son livre, donc tu as de très bons invités et ta chaîne mérite vraiment de se développer. Merci beaucoup en tout cas, Clément, et merci à vous puisque c'est vrai qu'on a dépassé les 1 000 abonnés, donc ça me fait, très plaisir et ça me pousse à vous proposer de plus en plus de contenu, de qualité avec des intervenants que j'estime beaucoup comme Clément et voilà, on se dit à la prochaine. À bientôt, au revoir. Ciao.